Bonsoir à tous, merci de votre attention. Voici les titres de l'actualité de ce lundi. Le coup d'envoi à Paris du sommet sur le réchauffement climatique. 500 scientifiques mandatés par l'ONU vont donner leurs nouvelles prévisions sur l'évolution des températures et ses conséquences sur la marche de la planète. Des pompiers au tribunal après les manifestations très violentes de l'automne. 5 d'entre eux sont jugés. Ils auraient blessé des CRS et des gendarmes pendant les débordements. La grippe aviaire est de retour dans l'Union européenne après 6 mois d'absence. Le virus H5N1 a été identifié dans un élevage d'oies en Hongrie. Toutes les volailles ont été abattues. Un attentat suicide en Israël, le premier depuis 9 mois. Il a fait 3 morts dans la tranquille station balnéaire d'Eilat sur la mer Rouge. 2 groupes palestiniens l'ont revendiqué. Quand l'État materne les Français, le ministère de la Santé annonce un plan pour améliorer le sommeil. Éducation, formation, recherche. Il inclut même une enquête sur la sieste au travail. On estime qu'un Français sur 3 dort mal. Enfin, le succès du salon Maisons et Objets à Villepinte. Parmi les tendances de la décoration, le retour du papier peint et le design à portée de tous. Quelle est exactement l'ampleur du réchauffement en cours? C'est pour tenter de le déterminer que s'est ouvert ce matin à Paris le plus grand rassemblement d'experts du climat. Il a lieu tous les 6 ans. Ses conclusions font référence. Les scientifiques ne vont pas seulement parler du constat, ils vont aussi en évaluer les conséquences. Agnès Monteux, Daniel Lévy. Ils veulent sauver la planète. Chinois, Américains, Indiens, Français, les meilleurs climatologues sont réunis pour 4 jours. 500 têtes pensantes qui vont rédiger un rapport très attendu. Une synthèse de 2500 travaux scientifiques avec 2 certitudes. Oui, il y a réchauffement climatique. Oui, l'homme en est responsable. Responsable de tout ça, ce sont les activités humaines, ce sont les émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Donc ce qu'il s'agit, c'est de faire un diagnostic qui soit un diagnostic partagé. Le dernier rapport de ce groupe d'experts remonte à 6 ans. Depuis, la Terre a été scrutée sous toutes ses coutures. Des données plus précises qui renforcent le constat alarmiste. Les températures continuent d'augmenter en parallèle des rejets de gaz à effet de serre. Quant aux prévisions, le dernier rapport estimait la hausse entre 1,4 et 5,8 degrés d'ici un siècle. Aujourd'hui, les scientifiques tableraient davantage sur une hausse entre 2 et 4 degrés et demi. Même précision pour les océans. En 2001, les scientifiques les imaginaient 9 à 88 cm plus haut d'ici à un siècle. Prévision révisée aujourd'hui entre 28 et 43 cm. Principal secteur polluant, l'électricité à cause des vieilles centrales à charbon, puis les transports, l'industrie et le bâtiment. Il y a urgence. Les scientifiques veulent aujourd'hui pousser les pays riches à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre pour limiter les menaces qui pèsent sur les plus pauvres. Tempêtes, sécheresse, territoires engloutis, 200 millions de personnes pourraient devenir des réfugiés climatiques. Et à cette occasion, toujours à Paris, des militants de Greenpeace ont mené une action d'éclat. Sous les yeux médusés des touristes, ils ont escaladé la Tour Eiffel pour déployer 2 banderoles. L'une représentant un thermomètre géant, l'autre, vous l'avez vu, avec ce slogan « It's not too late ». Il n'est pas trop tard. Parmi les conséquences du réchauffement, on vient de l'entendre, la montée du niveau de la mer serait de quelques dizaines de centimètres dans le siècle. Ça n'est pas forcément l'apocalypse parfois décrite, mais cela entraînerait d'importants déplacements de population dans le monde. Conséquences aussi très concrètes en France. Reportage Florence Mavic, Éric Mézy. Cayeux-sur-Mer, c'est un peu le pays des Shadocks. Inlassablement, cette station balnéaire de la Somme reconstruit un rempart de galets que la Manche détruira à la première tempête venue. Mais Cayeux n'a guère le choix. Elle est en partie en dessous du niveau de la mer. Aujourd'hui, on est obligé d'apporter des galets, de le faire avec des camions, puisque le courant marin ne suffit plus à le faire. On n'a pas trouvé mieux, parce que sans ça, ça veut dire que c'est l'envahissement. Car ici, personne n'a envie de revivre la catastrophe de 1990. Trouant une digue trop basse, la mer avait envahi les terres. Aujourd'hui, les habitants savent que le réchauffement climatique va entraîner une élévation du niveau de la mer. Et cette digue en galets qui coûte une fortune leur paraît bien fragile. Où il y a eu catastrophe une fois, la nature recommence. Si le problème n'est pas résolu, dans 10 ans, dans 15 ans, la mer va tout envahir encore. Pourtant, sur le front de mer, on continue à construire. Si vous voulez que l'État vous aide, eh bien, il faut que la commune en vaille la peine. J'abrège, mais c'est à peu près ça, parce qu'on ne met pas d'argent là où il n'y a pas de vie. Quelques kilomètres plus loin, les plages cèdent du terrain aux falaises de craie. Celles-ci sont attaquées par des marées de plus en plus fortes. À Mers-les-Bains, l'érosion s'est considérablement accélérée. De gros travaux de consolidation sont en cours
pour préserver les 600 maisons des bas quartiers de la ville. La falaise a déjà reculé de plusieurs mètres sur ces dernières années. Ce qui veut dire que progressivement, la mer arrivera à s'engouffrer dans la ville. Ces dernières années, justement, un quart du littoral métropolitain a reculé, soit 1720 km de côte. Aucun département des bords de mer n'est épargné. Au sud, les lagunes de l'Hérault et de la Camargue sont particulièrement concernées. Les relevés topographiques sont précis, le niveau de la mer augmente de 3 mm par an. Les cordons de sable sont déjà fragilisés par une forte urbanisation. Nous voici à Vias, une commune de l'Hérault qui vit à 60% du tourisme. Les campings ont poussé comme des champignons. On les a autorisés légalement, avec des permis de construire aussi qui ont été donnés. Donc aujourd'hui, il y a un enjeu économique énorme et il faut absolument protéger cette zone. Dans 100 ans, que restera-t-il de nos côtes? Aucun scientifique ne se risquerait à faire un pronostic. Les pays occidentaux, États-Unis en tête, sont de loin les plus gros émetteurs de gaz à effet de serre. Mais la Chine est aussi montrée du doigt car sa croissance est très gloutonne en énergie. Prenez une grande bouffée d'air et retenez votre souffle. Voici la ville la plus polluée du monde, Linfen, pas très loin de Pékin. Envoyés spéciaux Pascal Golomer, Sylvain Gioul. Tout autour de Linfen, voilà le paysage. Une immense zone industrielle, avec des aciéries, des hauts fourneaux qui, 24 heures sur 24, engloutissent des milliers de tonnes de charbon. Ce charbon dont toute la région regorge. Mais cette industrie florissante a son revers. Monoxyde de carbone, dioxyde de soufre, oxyde d'azote. Linfen a été sacrée il y a 3 ans ville la plus polluée de Chine. Les 800 000 habitants se seraient bien passés de la distinction, mais ils font avec. Ici, la qualité de l'air est vraiment pas terrible. Le professeur Wang est l'une des très rares à avoir étudié sérieusement les conséquences de cette pollution sur la santé. C'était il y a 5 ans, les autorités n'ont pas financé depuis de nouvelles études. Les résultats étaient pourtant alarmants. Nous avons constaté, par exemple, que les enfants qui vivent dans les zones les plus polluées ont non seulement davantage de maladies respiratoires que les autres, mais leur poids, leur taille sont inférieurs à la moyenne et leur système immunitaire est affaibli. La riposte de la municipalité se veut désormais spectaculaire. C'était le 31 décembre dernier. Les autorités réduisent en miettes une usine de transformation de charbon, 600 ouvriers à la rue. L'usine, construite il y a seulement 3 ans, risquait de polluer la rivière toute proche. Bien sûr, les patrons ne sont pas contents, mais la ville les aide aussi à construire ailleurs, avec des installations moins polluantes. L'objectif des dirigeants locaux, c'est que les quelques capteurs installés dans la ville affichent des taux de pollution en baisse, histoire de satisfaire le pouvoir central à Pékin, qui promet de récompenser les bons élèves et de punir les mauvais. Nous voulons améliorer l'environnement, tant pis si nous devons ralentir notre croissance économique et encaisser moins de recettes fiscales. En 3 ans, le discours a radicalement changé à Linfen. Encore faut-il imposer les normes et les lois anti-pollution aux entreprises qui ont fait la fortune de la région. C'est le plus difficile qui reste à faire. À propos d'environnement toujours, un répit entre Perros-Guirec et Morlaix en Bretagne. Aucune nouvelle arrivée de boulettes ou de galettes de mazout n'a été signalée aujourd'hui. La Marine nationale a fait des prélèvements pour savoir s'il s'agit bien des conséquences du naufrage du MSC Napoli échoué sur le littoral britannique. Par ailleurs, les déchargements des conteneurs ont commencé avec cette immense barge amarrée près du navire. L'opération très délicate pourrait prendre des mois. Actualité judiciaire, être pompier ne dispense pas de respecter la loi. Vous vous souvenez sans doute des violentes manifestations du mois de novembre. Eh bien, 5 sapeurs doivent en répondre depuis ce matin devant le tribunal. Dominique Verdaillan, Thierry Breton. Certes, on est venu d'un peu partout, avec banderoles, avec drapeaux, mais le soutien aux pompiers poursuivis est plutôt mince, comme s'il fallait prendre un peu de distance. Les 5 soldats du feu qui ont à répondre de violence voudraient eux aussi se faire oublier. Alors ils ont laissé leur tenue au vestiaire. Le 21 novembre dernier, l'ambiance était tout autre. Sur une passerelle près de la Bastille, c'est uniforme contre uniforme, casque contre casque. 33 CRS font face à plus d'une centaine de pompiers. Ces derniers ont troqué leurs lances contre barres de fer, fusées de détresse, bouteilles, palettes de bois en feu, boulons et boules de pétanque. Pour les policiers, les pompiers voulaient forcément découdre, un comportement que la Fédération nationale des sapeurs-pompiers
condamne. Les comportements de ceux qui se trouvaient sur cette passerelle et qui ont lancé des projectiles sur les forces de l'ordre sont inadmissibles, inacceptables, lamentables et bien évidemment ternissent de façon très significative l'image du corps des sapeurs-pompiers. Sur les 35 pompiers interpellés, 5 seulement sont jugés. Casqués au moment des faits, ils disent aujourd'hui qu'il y a erreur sur la personne. On en interpelle 5. Est-ce que ce sont les 5 bons? Est-ce que ce ne sont pas les 5 bons? Si ce ne sont pas les 5 bons, c'est du hasard. Jamais dans une audience, le fossé n'aura été aussi grand entre policiers et pompiers. Un lieutenant de police ira même jusqu'à dire que ce face-à-face était d'une rare violence. Pire, dit-il, que ceux que nous avons eus avec les étudiants anti-CPE ou les jeunes de banlieue. En bref, les suites du procès du trafic de bébés bulgares à Bobigny. Le procureur a requis des peines de prison avec sursis pour le principe, dit-il, contre la quarantaine de parents qui avaient acheté, entre guillemets, des nouveau-nés. En revanche, des peines allant jusqu'à 7 ans fermes ont été demandées contre les 11 intermédiaires présumés de ce réseau. Et puis justice toujours, 3 responsables de stages de mieux-être ont été mis en examen hier. Ils utilisaient une plante hallucinogène d'origine africaine, l'iboga, et l'un des participants à un séminaire était mort d'une surdose l'été dernier. Dans son dernier rapport, la mission de vigilance contre les dérives des sectes s'était inquiétée du développement de ces stages. Benoît Gadret, Olivier Jacquelin. Jerry Gargovitch avait 26 ans. Il était toxicomane. C'est pour mettre fin à son addiction qu'il a, sur les conseils de son psychiatre, suivi un stage basé sur la prise d'une plante, l'iboga. Jerry en a beaucoup consommé. Il en est mort. Il y croyait parce qu'il avait que ça en sortant de chez le médecin. Voilà. Il y a cru. On y a cru. Et un mois plus tard, il est décédé. L'iboga, une plante hallucinogène très puissante qui pousse au Gabon. Une plante qui, selon certains écrits, permet de supprimer les addictions. On l'avale sous forme de poudre. Pour ce toxicologue, l'iboga n'est pas sans danger. Des risques de convulsions, de vomissements, des risques d'atteinte des centres respiratoires. Et donc, par ces différents mécanismes, elle peut induire la mort. Jerry Gargovitch a consommé de l'iboga avec les membres d'une association qui organise des stages dans ce château. 500 € pour 3 jours. Le séminaire est animé par un guérisseur gabonais, spécialiste de l'iboga. On est venu ici pour aider ceux qui font un voyage. Donc on enlève le vomi, on est avec eux, on leur donne à boire, on est tous ensemble, il y a de la musique. Gérard Sestier est l'organisateur des stages. Il se présente comme psychologue et philosophe. Pour lui, l'iboga offre de nombreux avantages sur le plan thérapeutique. Vu les doses qu'on donne, qui sont inférieures à ce que prend un gamin, nettement inférieures à ce que prend un petit gamin en Afrique, il n'y a pas de risque, à condition qu'il n'y ait pas, par exemple, des interactions médicamenteuses. Donc certaines personnes qui prennent des médicaments, nous leur demandons d'arrêter. Mais Gérard Sestier n'a pas convaincu les magistrats qui enquêtent sur la mort de Jerry Gargovitch. Avec sa femme et le guérisseur africain, il vient d'être mis en examen pour homicide involontaire. Ce qu'on leur reproche, c'est d'administrer un produit certes autorisé, mais dans des conditions qui ne se garantissent pas de tout risque sur la santé des personnes. Comme la mère de Jerry Gargovitch, plusieurs scientifiques demandent aujourd'hui que l'iboga soit classé parmi les produits stupéfiants. Je vous le disais en titre, la grippe aviaire est de retour dans l'Union européenne. Le virus H5N1 n'avait plus été signalé depuis près de 6 mois. Il a été identifié dans un élevage d'oies en Hongrie. Diego Garcia. C'est bien le virus H5N1, le virus de la grippe aviaire, qui a été découvert dans cet élevage d'oies en Hongrie, à 170 km au sud-est de Budapest. Ce serait à plus de 99% le même que celui qui a sévi en Europe l'hiver dernier. Quelques jeunes oiseaux seulement ont montré des symptômes, laissant penser qu'ils ont été infectés par le virus de la grippe aviaire. Bien que la maladie ne puisse être diagnostiquée pour l'instant, il n'y a aucun doute. Le virus H5N1 est bien là. Du coup, samedi dernier, 9400 oies ont été abattues dans cet élevage. Inspection générale pour les fermes avoisinantes dans un rayon de 3 km. Mais pour l'heure, aucun autre cas suspect n'a été trouvé. Pas d'affolement particulier, les Hongrois disent avoir mis au point un vaccin contre le H5N1. Son efficacité n'a pas été reconnue par la communauté scientifique internationale, mais les tests continuent. Après les enfants et les policiers, ce sont désormais les personnes âgées qui servent de cobayes.
On m'a fait pas mal de vaccins et je pense que c'est le meilleur moyen pour se protéger. Je n'ai pas peur des effets indésirables. Je fais confiance aux médecins hongrois. Pour l'heure, Macédoine et Serbie ont interdit l'importation de volailles en provenance de la Hongrie. Depuis son apparition fin 2003, la grippe aviaire a tué environ 160 personnes, principalement en Asie. En France, plus que 3 jours avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur le tabac, jeudi, plus personne ne fumera autour de vous dans les lieux publics, y compris sur le lieu de travail. La plupart des entreprises s'y sont bien préparées. Frédéric Monteil, Frédéric Faure. La fin du refrain, c'est prévu pour jeudi. S'en griller une au boulot, ensevelir les gobelets sous les mégots, c'est terminé. Et ça ne va pas être facile, sauf si l'on s'y prépare depuis 5 ans, comme ici à Strasbourg. Dans cette industrie pharmaceutique, pas simple de fumer à son poste de travail. Alors, les salariés disposent d'abris couverts à l'extérieur. On se dépêche pour manger plus vite, ça oui, mais c'est tout, on prend sur notre temps. Donc, ça ne me dérange pas plus que ça. Autre mesure, un programme de sevrage, consultation gratuite, médicaments à moitié prix. Une exception, car en France, à peine une entreprise sur 3 appliquerait déjà la loi. Et pourtant, elles auraient tout à y gagner. Car d'après l'OMS, cumulé sur une année, les pauses cigarettes représentent 5 à 15 jours de travail en moins. Un fumeur coûte en moyenne 2 300 € par an d'absentéisme ou d'accident du travail. Alors, 200 entreprises ont adopté ces cabines suédoises. Comptez 500 € par mois et 2 mois d'attente pour obtenir l'aspirateur à fumer. Vous travaillez sur un dossier, vous descendez, il y a une coupure. Même si la coupure n'est pas longue, vous avez perdu tout l'enrichissement autour de ce que vous êtes en train de faire. Tandis que si vous restez là, il y a une petite coupure, il peut fumer, on continue de discuter. Problème, pour être conforme à la loi, toutes ces cabines devront être totalement closes et donc remplacées. En attendant, gare aux mégots jetés sur les trottoirs, théoriquement jusqu'à 184 € d'amende, comme pour les crottes de chien. Et depuis l'annonce de cette loi, les patients n'ont jamais été aussi nombreux dans les cabinets des spécialistes pour arrêter de fumer. Il faut savoir que les effets sur le corps sont immédiats. Laurence Decherf, Bernie Mériot. Depuis un mois, cet ancien grand fumeur ne touche plus une cigarette. Il a décidé de se faire aider grâce au patch et vient régulièrement en consultation. Vous aider dans ces cas-là. C'est quand même un peu dur encore. Qu'est-ce que vous ressentez? Un manque. Un manque physique, lié au récepteur de la nicotine basé dans le cerveau. Mais heureusement, les premiers effets positifs sont presque immédiats. On retrouve le goût et l'odorat, des odeurs qu'on ne sentait pas quand on fumait, un paquet et demi, ça revient quoi. Allez-y, soufflez. À chaque consultation, le médecin mesure son taux de monoxyde de carbone, le CO. En inhalant la fumée, il va se fixer dans le sang à la place de l'oxygène. En s'arrêtant de fumer, le teint redevient rose, les muscles sont plus oxygénés et les vaisseaux se débouchent, la respiration redevient normale et l'homme retrouve son souffle. Il y a des choses qui vont se normaliser très rapidement, comme le CO, d'autres qui vont prendre plusieurs mois, comme par exemple la récupération d'une capacité pulmonaire de base. Les risques d'infarctus du myocarde vont être divisés par 2 au bout d'1 an. Puis après, au bout de 10 ans, on redevient pour le risque du cancer comme un non-fumeur. Effet négatif qui accompagne le sevrage dans les premiers jours, la faim et le grignotage ou l'irritabilité. D'où l'importance de se faire aider. Le fumeur veut être un héros arrêté sans rien, comme avant les femmes voulaient accoucher sans péridurale parce que c'était mieux, ou se faire opérer sans anesthésie parce que comme ça on était un homme. Mais c'est des choses qui sont d'un autre temps et maintenant on sait qu'avec moins de douleur, moins de souffrance, on peut mieux s'arrêter. Si tout redevient normal, en 3 ou 4 mois, le cerveau, lui, conserve le souvenir de la nicotine. Comme pour l'alcool, plus question donc de retoucher à une seule cigarette. Économie, la France laisse filer les fleurons de son patrimoine immobilier. Les étrangers européens en particulier font en effet flamber les prix des châteaux, des manoirs, notamment dans le sud-ouest, en Dordogne et en Auvergne. Le dossier de cette édition, il est signé Bruno Timsitre, Tristan Lebras. Comme un joyau dans son écrin, un château du XVe siècle sous la neige, au milieu de l'Auvergne. Depuis 2 mois, il a changé de propriétaire. Martin Wismer est allemand. Il vivait à Londres, il a décidé de changer de vie, comblé par les 6 siècles d'histoire qui habitent ce lieu.
Où que vous alliez ici, vous respirez l'histoire, c'est ce que j'aime. J'imagine des tables, beaucoup de gens en train de manger, du bruit, de la musique. 30 pièces, 12 chambres pour 700 000 €, c'est bien moins cher que l'équivalent en Allemagne ou en Grande-Bretagne. On a regardé ce qu'on pourrait acheter en Grande-Bretagne et on a vu ça. Ici, on n'y croyait pas. Pour une simple maison chez nous, on pouvait acheter un château en France. Mais il y a des travaux pour remettre en état les 1000 mètres carrés de toiture, par exemple, 120 000 €. Ce sont ces charges que l'ancienne propriétaire, une Française, ne pouvait plus supporter. Ça m'a arraché le cœur, mais c'était la solution la plus raisonnable pour que la maison continue à vivre décemment. Sinon, j'aurais attendu que la toiture me tombe sur le toit et que je puisse même plus fermer les fenêtres, quoi. Cet agent immobilier spécialisé fait la moitié de son chiffre d'affaires avec des étrangers. Selon lui, les Français ne peuvent plus suivre. L'ISF est aussi un impact assez négatif sur les Français ainsi que les droits de succession, alors que les étrangers n'ont pas ces mêmes difficultés. Dans le Périgord, cela fait des années que les Britanniques ont investi les lieux. Cette maison du XVIIIe siècle, ce sujet de Sa Majesté l'a acheté en moins de 24 heures. Un coup de foudre. Malheureusement, l'Angleterre est un très petit pays, assez surpeuplé. Ici, en France, vous avez encore de l'espace et de la tranquillité. Son objectif, que la maison retrouve sa splendeur d'antan, l'occasion de sauvegarder le patrimoine. L'avantage, c'est que quand des Britanniques viennent et achètent des maisons comme celle-ci, aident à garder un patrimoine, souvent restaurent avec beaucoup de goût. Un marché en pleine expansion avec ses petites annonces spécialisées. On estime à 4000 le nombre de châteaux en France. Au-delà de 3 millions d'euros, on ne trouve quasiment plus aucun acheteur français. Une image de politique. Marie-Georges Buffet présentait son programme aujourd'hui. Elle souhaite répondre, je cite, à l'urgence sociale. Parmi les principales mesures, la hausse du SMIC à 1 500 € immédiatement, le relèvement des minima sociaux de 300 €, le tout financé par un doublement ou un triplement de l'impôt sur la fortune. Elle promet aussi l'abrogation du contrat nouvelle embauche et la conversion des emplois précaires en emplois stables. Le gouvernement, lui, veut améliorer notre sommeil. Un plan a été annoncé aujourd'hui. Il faut savoir qu'un Français sur 3 dort mal, 1 sur 10 prend des somnifères. Laurence Decherf, Jacques Gérard. Ça m'énerve vraiment, c'est quand je me retourne souvent. Tous les soirs, pour Madeleine Mérino, c'est le même scénario. Puis je dis, merde, ça va pas. Vous restez 10 minutes, vous recommencez. Là, c'est très énervant. Comme un Français sur 3, soit 20 millions de personnes, elle souffre de troubles du sommeil. Dans ce laboratoire, on enregistre sa qualité. Puisque si vous faites des apnées, pendant la nuit, vous arrêtez de respirer. Apnée, insomnie ou troubles de somnolence, les formes sont variées. Stress, rythme de vie, les raisons sont diverses. Les risques pour la santé, eux, sont majeurs. Le syndrome d'apnée du sommeil a des conséquences cardiovasculaires, peut provoquer de l'hypertension artérielle, peut provoquer ou aggraver un infarctus, un accident vasculaire cérébral, etc. Autre conséquence d'un mauvais sommeil, les accidents de la route. 1 sur 4 serait lié à la somnolence. Pour lutter contre ce fléau, le ministre de la Santé lance un programme de 7 millions d'euros. Objectif, informer le public sur ces troubles et leurs conséquences, former les professionnels de santé afin de mieux dépister et prendre en charge les malades, notamment les jeunes. Il y a aujourd'hui des centres de sommeil, des consultations de sommeil qui sont nettement insuffisantes par rapport aux besoins sur le territoire. Autre piste, inciter les entreprises à aménager des coins siestes et pourquoi pas programmer nounours pour les petits couche-tard. On va y penser. L'actualité à l'étranger avec d'abord cet attentat suicide en Israël, dans la très paisible station touristique d'Eilat sur la mer Rouge. Il a fait 3 morts, 3 Israéliens. Le kamikaze est un homme de 21 ans. Comme souvent, sa photo a été présentée par sa mère. Il a fait sauter sa charge à l'intérieur d'une boulangerie à l'heure du petit déjeuner, tuant le patron et 2 de ses employés. L'attentat a été revendiqué par le groupe radical Djihad islamique et les brigades des martyrs d'Al-Aqsa liées au Fatah de Mahmoud Abbas. Il n'y avait plus eu d'attentat suicide en Israël depuis 9 mois et c'est le premier dans cette ville. En Irak, ces images impressionnantes de la commémoration de l'Ashura dans la ville sainte de Kerbala. C'est
le temps fort du calendrier religieux chiite. 2 millions de fidèles expient dans la douleur le martyre de l'imam Hussein, petit-fils du prophète. Vous le voyez, il se flagelle le dos à l'aide de chaînes en se déplaçant autour du mausolée où repose la dépouille de Hussein. Au même moment, à Nadjaf, on apprend que 300 miliciens chiites ont été tués dans de violents combats avec les forces irakiennes et américaines. En Grande-Bretagne, c'est finalement la starlette indienne Shilpa Shetty qui a remporté le jeu de télé-réalité Big Brother. Un jeu qui est devenu, vous le savez, une affaire politique très sensible car l'actrice avait essuyé des remarques à connotation raciste de ses colocataires. À Londres, Maryse Burgot. Elle n'en espérait pas tant. Shilpa Shetty, starlette en Inde et star au Royaume-Uni. Hier soir, une foule d'admirateurs l'acclame lorsqu'elle quitte victorieuse les locaux de Big Brother. La jeune actrice indienne participait à une émission de télé-réalité diffusée à heure de grande écoute. Enfermée pendant 26 jours dans un appartement, elle a supporté avec calme et dignité les insultes parfois racistes des autres participants. Résultat, l'Angleterre a pris fait et cause pour la jeune femme et dès hier soir, Shilpa trouvait des excuses à celle qui n'a cessé de l'insulter. Je n'avais pas l'intention d'être raciste, j'en suis sûre. Elle est agressive, soupe au lait, mais elle n'est pas raciste. La Grande-Bretagne compte 1 million de Britanniques d'origine indienne. Eux aussi se sont sentis insultés. Et voilà comment une émission de télévision a mis l'Angleterre devant une réalité xénophobe peu flatteuse. Reste un aspect non négligeable. Shilpa est désormais célébrissime en Grande-Bretagne. Les statistiques folles de la croissance en Chine, on en parlait tout à l'heure, pour la 4e année consécutive, le taux dépasse les 10%, 10,7 exactement en 2006. La Chine qui investit tous les créneaux, et notamment celui des motos. En quelques mois, elles se sont imposées chez nous, en France. David Boéry, Rémi Poissonnier. Un scooter à grande roue, presque comme tous les autres. Pourtant, ce modèle n'est pas italien ou japonais. C'est un scooter 100% made in China. En concession, il est vendu 30% moins cher que la concurrence. Un argument qui a suffi à convaincre ce client. C'est sûr, je vais en prendre un. Et qu'est-ce qui vous a séduit alors? Le prix. Avant tout le prix, parce que moi j'ai cassé mon scooter avant-hier. Et donc je suis pris par le temps. Moins de 2000 € TTC pour un scooter 125 cm3. À ce tarif-là, le strict minimum. Un seul frein à disque à l'avant et un tableau de bord en plastique. Mais il est quand même vendu avec une garantie et un service après-vente. On a la chance, avec ce type de produit, de pouvoir bénéficier donc d'une garantie de 2 ans pièces et main d'œuvre, au même titre que d'autres constructeurs, ce qui va bien entendu rassurer le client dans sa démarche d'achat. Car pour répondre rapidement à la demande, toutes les pièces détachées sont stockées dans un entrepôt en région parisienne. Nous sommes chez le plus grand importateur français. À l'intérieur de ces cartons, des motos et des scooters fabriqués en Chine. Il y a 4 ans, Pierre-Laurent Chauvet a été le premier à croire aux produits chinois. Quand on a commencé en 2003, personne n'aurait parié que 3 ans après, il se vendrait sur un marché de 100 000, 125, pratiquement 10 500 produits en provenance de Chine. Autrement dit, il représente aujourd'hui près d'un scooter sur 10 vendu en France. En seulement 3 ans, les ventes ont été multipliées par 10. Ce succès commercial représente pourtant une goutte d'eau dans la production chinoise. Les modèles qui arrivent en France sont en fait déjà largement rentabilisés. Car en Chine, il se vend chaque année près de 17 millions de 125 cm3. La décoration à le vent en poupe, c'est une évidence. En témoigne le succès du salon Maisons et Objets qui s'achève demain à Villepinte, près de Paris. Parmi les tendances, le retour du papier peint et aussi des luminaires fonctionnels. Vous allez comprendre. Marie-Pierre Samitier, Bruno Giraudot. Pour son grand retour dans la maison, le papier peint a des allures de ménagerie. La tendance est aux peaux de bête accolées au mur. Du croco de toutes les couleurs, de la peau de zèbre ou de la peau de vache. Parfaite imitation, ce vinyle plaît aux clients venus du bout du monde. Si on le colle au mur, c'est comme la vraie peau. Hein. Est-ce qu'en Chine, ça peut plaire? Oui, bien sûr. C'est pour les endroits très chics, ouais, c'est la mode. Il a fallu 2 ans et demi pour mettre au point ce papier mural à l'aspect changeant.
On se promène dans une pièce, tout ce qu'on voyait mat d'un côté ou brillant de l'autre est inversé et tout ce qui était clair devient foncé. En 2006, le secteur du papier mural a réalisé un chiffre d'affaires de 300 millions d'euros et les professionnels présagent une forte croissance cette année. Autre valeur montante, la lumière, les grandes cristalleries françaises ont chamboulé le lustre traditionnel. L'éclairage investit les objets, comme ces pingouins vendus 85 € pièce. Les lustres sont source d'inspiration. De même que les salles de bain. On va avoir des formes lumineuses, on va avoir des baignoires lumineuses, des tables basses lumineuses. En fait, on n'est plus sur de la lumière intégrée dans l'objet plutôt que sur un luminaire classique. Sur les 80 000 visiteurs, 30 000 sont des acheteurs étrangers venus d'Europe de l'Est, d'Asie et du Moyen-Orient pour découvrir les grandes tendances de la maison pour demain. 55 600 000 €, c'est la somme dépensée chaque jour par les Français en jeux de hasard ou aux courses, c'est-à-dire 1 € par personne, l'équivalent d'un Airbus ou de la construction de 2 lycées. Le chiffre est en augmentation régulière, près de 20% en 3 ans. Le secteur ne connaît pas la crise. Luc Bazizin, Frédéric Pasquet. Une ferveur populaire, c'était hier sur l'hippodrome de Paris-Vincennes, le prix d'Amérique où le rêve a porté de main pour de nombreux joueurs. Courses hippiques, machines à sous dans les casinos et surtout jeux à gratter ou à cocher, les Français dépensent quotidiennement près de 9 millions d'euros de plus aujourd'hui qu'il y a 4 ans, soit près de 56 millions d'euros par jour, l'équivalent du prix d'un Airbus à 319. Je joue occasionnellement pour les cagnottes, les grosses cagnottes. Bon, j'y crois pas trop, mais je joue toutes les semaines quand même. Il vaut mieux pas faire les comptes, on est perdant. Il y a la queue du matin jusqu'au soir, quoi. Et on lâche pas la machine. Quel jour? Il faut une personne, quand il y a des grosses cagnottes. Surtout pour l'euro-million. De nouveaux jeux, des casinos plus nombreux et même du poker sur Internet. En 10 ans, l'offre a été multipliée par 3. Si les offres augmentent, ce n'est pas forcément les bénéfices des gagnants, ce n'est pas les gains qui vont augmenter, mais c'est surtout les bénéfices de ceux qui les ont mis sur le marché. Premier bénéficiaire, l'État, qui a empoché 6 milliards d'euros l'an passé sous forme de taxes et autres impôts. Alors que les Français s'inquiètent pour leur pouvoir d'achat, ils jouent davantage d'argent pour mieux rêver et éventuellement toucher le gros lot. À propos d'argent, la première entrée en bourse d'un club de football français, c'est aujourd'hui qu'a été ouverte la réservation des titres de l'Olympique lyonnais. Lyon qui espère récolter près de 300 millions d'euros et se hisser au niveau de ses grands concurrents européens. Mais il faut souligner que la bourse et le football ne font pas toujours bon ménage. Manuel Tissier et Jean-Jacques Le Garec. Jean-Michel Aulas ne cache pas sa jubilation. Le président de l'Olympique lyonnais vient de donner le coup d'envoi du match de sa vie, l'entrée en bourse. 3,5 millions d'actions à 22,70 € sont disponibles à partir d'aujourd'hui pour un gain espéré de plus de 83 millions. Avec ce trésor de guerre, l'OL espère lutter à armes égales avec les géants du football européen. L'objectif d'OL Group est de développer un certain nombre d'activités autour d'un club de football et pas uniquement dans un club de football. OL Voyage, OL Coiffure, OL Café, Lyon compte autant sur ses filiales que sur ses footballeurs pour séduire les investisseurs et financer en partie son nouveau stade. Pourtant, le mariage du football et de la bourse a connu quelques échecs retentissants. En Italie, en Angleterre, en Allemagne, les courses sont effondrées. Les cotes étaient trop dépendantes des résultats sportifs. Quelques clubs s'en sont sortis, comme Manchester, c'est l'exemple à suivre. Tous ces clubs qui ont investi dans des projets durables, que ce soit dans des stades, dans des centres de formation, dans des médias, etc., ont créé de la valeur et aujourd'hui sont dans une situation patrimoniale supérieure à ce qu'ils avaient avant. Les Lyonnais espèrent qu'un pénalty raté ne fera pas plonger les cours. Mais les supporters, comme les investisseurs, se lèvent plus sûrement avec des victoires et des trophées. Football côté terrain avec un match complètement fou hier soir entre Lens et Saint-Etienne. Les Verts menaient 3-0 à la mi-temps. Lens à domicile a réussi à remonter au score avec 2 buts dans les dernières secondes. But lensois signé Keita par 2 fois et Koulibaly dans une ambiance de délire. Lens qui est maintenant 3e au classement. La joie descend et or. Et puis l'image du week-end comme chaque lundi a un air de déjà-vu. Qu'a-t-il bien pu dire cette fois? Marco Materazzi a reçu un nouveau coup de boule, cette fois du Génois Gennaro Del Vecchio. Materazzi a assuré ne pas avoir provoqué le joueur, mais avoir voulu protéger son gardien. Zidane a dû bien en rire. Bilan carton rouge pour Del Vecchio, carton jaune pour Materazzi.
Du théâtre, cette fois sur les planches, avec Le Roi Lear à Paris, nouvelle adaptation très libre avec Michel Piccoli, 81 ans. Le roi est devenu un parrain mafieux dans les années 30. Sophie Jouve, Philippe Jasselin. Il vient de jouer pendant 2h40 Le Roi Lear, un rôle écrasant, et ça ne se voit pas. Non, enfin, vous savez, c'est une telle jouissance ce métier que en plus quand il y a du monde, que les gens écoutent tellement bien, on devient léger, si je puis dire. Ce Roi Lear-là se passe dans les années 30, époque de toutes les compromissions et de toutes les dictatures. Aussi pour toutes les raisons de pleurer. Mais ce cœur se fendra en 100 000 éclats avant que je ne pleure. Pour entourer cet homme bafoué par ses filles, une troupe qui se hisse à la hauteur du mythe Piccoli. Un monstre de générosité, de gentillesse, de méchanceté, de tout. Il peut tout faire, il est tout. Il peut tout jouer, c'est pour ça qu'il peut tout jouer. Étendez votre main sur moi pour me bénir. Oui, avoir comme père Michel Piccoli. Je l'aurais jamais imaginé, même dans mes rêves les plus fous. Et il fallait à Piccoli le sentiment de l'âge pour accepter de jouer un tel personnage. Il aura hésité 7 ans. Si vous voulez l'attraper, il vous faudra courir. Si on ne réussit pas dans sa vie, par moment, à avoir des accès de folie, dans tous les domaines, c'est très très dommage, je trouve. Vous êtes des hommes de pierre. Des images saisissantes, un rôle nourri de toute une vie, une troupe où chacun joue pour les autres. Voilà comment 3 heures de théâtre vous restent dans la mémoire. Les obsèques de Jean-François Degnaud, une messe était célébrée aux Invalides. 1 millier de personnes, proches, académiciens, personnalités ont assisté à la cérémonie, parmi lesquels Valéry Giscard d'Estaing, Michel Rocard ou Lionel Jospin. L'ancien ministre est mort la semaine dernière, il avait 78 ans. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Tout de suite la météo, Laurent Romeshko, 20h50, Jugé coupable, un film américain avec Clint Eastwood dans le rôle d'un journaliste. À demain.